Je m'appelle Nathalie Duchemin-Dussard, donc je travaille comme consultante externe pour la BPI sur des missions de stratégie et de RSE. Et en fait, j'ai travaillé moi pendant plus de 30 ans dans l'industrie, toujours dans des entreprises qui étaient engagées. J'étais chez Danone dans une coopérative agricole chaudiale et j'ai été directrice générale de Bonduelle pour toute l'activité frais. Et je crois que c'est en fait la thématique d'aujourd'hui est un sujet qui m'a animée à la fois quand j'étais opérationnelle et aujourd'hui en conseil, qui est de dire comment on fait en fait de l'engagement, de la responsabilité des entreprises en fait un levier de performance et de création de valeur et de valeur au pluriel. Et on va y revenir. Alors peut-être juste pour se remémorer ensemble, parce que la RSE parfois est un petit peu jargonneuse, et se dire qu'est-ce que c'est que la RSE. Il y a une définition officielle de l'Union européenne qui dit que c'est une intégration volontaire, alors qui devient de plus en plus réglementée aussi, des préoccupations sociales et écologiques par les entreprises dans leur activité commerciale. Et c'est intéressant parce que ça pose déjà tout de suite le sujet que c'est pas un pilier à part ou quelque chose à part, on fait la RSE et puis on fait le business, mais que c'est vraiment une volonté d'intégrer dans ces activités commerciales et économiques leurs parties prenantes et les enjeux sociaux, environnementaux et sociétals. Et de plus en plus, en fait, ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'avoir non seulement, je dirais, avoir un impact, ça ne veut pas dire respecter la loi ou la réglementation, ça c'est juste normal, mais c'est d'avoir un impact positif en se posant la question effectivement de quels sont les impacts de l'entreprise sur l'environnement, sur le climat, sur la planète, sur les gens et sur les communautés, par exemple, locales autour des sites de production. Alors évidemment, quand on parle de RSE, souvent ça fait un petit peu parfois hérisser le poil, et la CSRD qui arrive, qui pose aussi un certain nombre de règles et de normes, a tendance un petit peu à faire hérisser le poil en disant mais en fait c'est un peu l'équation insoluble. J'ai un business, il y a les réglementations qui tombent, dernière grande réglementation et qui s'étale encore soit sur des sectoriels, soit plus générales comme la loi AGEC sur les emballages, on l'a vécu en tant que consommateur à supprimer les pailles, les sacs en plastique, et puis en fait va beaucoup plus loin maintenant dans l'obligation pour les entreprises de rentrer dans l'économie circulaire. Comment on fait quand on a un modèle traditionnel, j'ai envie de dire. Il y a évidemment les attentes des collaborateurs qui sont de plus en plus importantes et qui choisissent aussi en partie les entreprises en fonction de leurs enjeux, de leur sens et de ce qu'elles font pour la société. Et tout ça, il faut quand même réussir à boucler une équation économique. Donc on a l'impression par moment qu'on est dans des systèmes d'injonction contradictoires. Moi, sur des entreprises que j'accompagne, euh, par exemple une société qui est dans le transport, enfin qui fait de la distribution de boissons, donc concrètement qui va vendre au café, restaurant en plein centre-ville, et en même temps, donc son métier c'est vraiment de servir les clients, et en même temps, la loi LOM notamment sur l'environnement crée des zones dans les centres-villes qui ne sont plus accessibles à un certain nombre de camions. Donc comment elle fait pour continuer son activité tout en servant aussi la réglementation et aussi les enjeux environnementaux, puisque c'est des sujets aussi autour des gaz à effet de serre. D'autres exemples, c'est qu'il n'y a pas toujours les solutions. Sur d'autres secteurs comme l'agroalimentaire, on parle beaucoup d'agriculture durable et j'y reviendrai. Il n'y a pas toujours les solutions techniques qui existent, et pour autant, il faut réussir à baisser l'empreinte carbone ou en tout cas ou répondre aux attentes des consommateurs vers des produits de plus en plus sains ou naturels ou sans intrants chimiques. Alors, un premier niveau de réponse, quand on se dit est-ce qu'on peut résoudre cette équation, c'est de dire rien de plus simple. Finalement, il y a des modèles qui sont nativement nés dans la durabilité. Vous construisez des panneaux solaires, naturellement, vous venez en substitution. Vous proposez une solution qui est en substitution de l'énergie fossile. Donc évidemment, là, l'impact, il est positif. Et nativement, votre modèle est créé sur ces éléments-là. Une autre société, et il y en a beaucoup qui se créent dans le digital, donc il faut aussi avoir conscience de cette concurrence. C'est une société qui s'appelle OMI, qui est en fait un distributeur de produits agroalimentaires qu'on pourrait acheter comme sur un Leclerc, chez Leclerc ou chez Carrefour, et qui en fait a choisi dès le départ de ne sélectionner ses produits qu'en fonction
plusieurs critères, mais notamment d'agriculture régénérative, d'un modèle plus juste et éthique, donc qui reprend notamment toute une partie de rémunération auprès des producteurs, et puis de la cuisine pas de chimie, donc c'est sur des listes d'ingrédients très simples, etc. Donc là, évidemment, c'est très simple. On crée son modèle d'affaires nativement dans un modèle à impact, mais le plus dur, c'est comment on fait, en fait, quand on a déjà un modèle économique qui s'est bâti sur la durabilité, comment on le fait pivoter. Et là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'évidemment, il y a des enjeux économiques, il y a des installations industrielles, il y a des investissements qui ont été faits. Et comment on arrive à intégrer dans ce modèle de création de valeur plus de durabilité. Alors, on pourrait se dire, bon, bah, ok, il y a les startups, les nouvelles entreprises qui se créent sur des nouveaux business models, mais on gardera quand même en idée que c'est peut-être une idée d'innovation, quand même au sein d'une entreprise. Et pour autant, quand on regarde un petit peu d'autres modèles de l'économie, on va dire traditionnelle, beaucoup d'entreprises passent en fait à intégrer dans leur modèle de création de valeur de l'impact, avec des grands groupes évidemment, mais qui ont des modèles en fait d'actionnariat très différents, hein, des entreprises qui sont cotées, des entreprises qui sont en reprise, des fonds d'investissement, des entreprises familiales, hein, et puis aussi des ETI, notamment dans le cadre de la BPI. Alors vous avez quelques exemples ici d'entreprises avec lesquelles moi j'ai travaillé. On a travaillé avec la BPI pour effectivement construire et bâtir leur stratégie. Une entreprise qui fait des logiciels en mode SaaS pour la gestion de flotte automobile, hein, et une autre entreprise qui, je vous le disais tout à l'heure, qui par exemple fait de la distribution de boissons. Donc des ETI qui sont plutôt historiquement dans l'économie traditionnelle, même si c'est sur des newbies. Comment est-ce qu'elles font pour intégrer ça? Au global, aujourd'hui, dans une dernière étude qui a été réalisée par le Club des annonceurs auprès de près de 400 responsables d'entreprises, malgré la crise, plus de 84% des entreprises ont prolongé leur stratégie RSE. Il n'y en a que 1% qui l'ont stoppé ou mis en retrait. Donc quand on dit la crise économique peut arrêter la dynamique RSE, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui l'ont enclenché. Alors peut-être ont adapté le tempo et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas sont engagées. Donc c'est bien qu'à un moment, elles ne sont pas folles. Ça crée aussi une certaine forme de valeur et de compétitivité pour ces entreprises au sens large. Ce que ça pose en fait comme question, c'est de se dire effectivement comment on crée un nouvel équilibre dans l'entreprise. Qu'est-ce qui en fait, est-ce qu'on cherche le profit maximal ou est-ce qu'on cherche un optimum de profit qui tient compte en fait des enjeux sur la planète, des collaborateurs et de la vie sociétale et de la rentabilité de l'entreprise. Et comment on crée à chaque fois cette triple équation. Alors ça rend les décisions, et pour l'avoir vécu en tant que dirigeante, parfois compliquées, parce qu'on est parfois entre le marteau et l'enclume, mais c'est vraiment cette recherche de l'optimal. Et se dire aussi, en fait, si je projette mon entreprise dans 10 ans, dans 15 ans, j'accompagne une entreprise qui est dans la plasturgie. En comité de direction, on a posé la vision de l'entreprise et notamment en se disant on est en 2050. Il s'est passé quoi sur le plastique en fait? Là, je vous assure qu'il y a eu un blanc au sein du CODIR parce que le modèle intrinsèque, effectivement basé sur du plastique, d'énergie fossile, etc., et avec le modèle aussi de substitution du plastique, enfin, je vous passe tous les sujets qu'il peut y avoir autour du plastique et du zéro plastique, pose la question aussi de se projeter l'entreprise dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de se dire qu'est-ce que sera mon entreprise et comment je l'amène vers ce nouveau modèle en fait. Et ils ont trouvé des solutions, donc c'est plutôt encourageant sur ça. L'autre sujet aussi, c'est de se dire aujourd'hui, alors il y a une masterclass en fin d'après-midi sur le prix du carbone, hein. Je regardais hier sur Internet, le prix du carbone, de la tonne carbone en Europe est à peu près à 47 €. C'est intéressant aussi de se dire si d'un seul coup la tonne carbone coûte, que chaque entreprise émet et comptabilise la tonne carbone à hauteur de 47 €, que devient le compte d'exploitation de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise elle est toujours viable? Il y a déjà des secteurs qui sont soumis à cette pollueur-payeur. Et c'est intéressant de se projeter, de se dire que devient le compte d'exploitation de l'entreprise si toutes les tonnes émises en fait me coûtent 47 €. Je pense ça pose un petit blanc en bas de ligne sur les comptes d'exploitation, hein. L'autre point aussi, et pourquoi en fait c'est aussi intéressant de ne pas toujours chercher la maximisation du profit, et notamment du profit court terme. Il y a 3 ans, il y a eu une grosse crise agroalimentaire, notamment, vous le savez, sur la hausse des prix des matières premières et notamment du blé.
J'accompagnais 2 entreprises, une qui avait commencé à engager la contractualisation avec l'amont agricole sur des prix, des quantités, des cahiers des charges, notamment RSE, et d'autres qui étaient plus sur l'achat spot. En achat spot, quand tout va bien, honnêtement, je pense qu'ils achetaient moins cher et avec des coûts d'opportunité, enfin des gains d'opportunité qui étaient très importants. Au moment où la crise est arrivée, avec la crise ukrainienne, hein, celle qui était en contractualisation a vu arriver la crise. Donc s'est préparée, a commencé à reformuler aussi certaines recettes pour moins dépendre du blé et des matières premières agricoles, en tout cas de celles qui allaient le plus augmenter, a fait en sorte que ces équipes commerciales aussi se mettent en ordre de marche pour aller vendre des hausses de tarifs, que les pénuries aussi ont été anticipées, donc ils ont pu aussi plus facilement sécuriser leurs appros. Donc intégrer comme ça une triple dimension, il y a des exemples très concrets qui montrent que ça permet aussi de dévolatiliser le résultat. Ce qui quand même dans les crises multiples ou les rebonds multiples qu'on connaît est un véritable atout de pérennité aussi pour l'entreprise. Donc on voit bien que pérennité de l'entreprise et durabilité ne s'opposent pas. Et puis in fine, de façon très factuelle, les études de la BPI, une étude de la BPI montre que les entreprises qui sont engagées dans des plans de transformation, dans une démarche RSE, ont en moyenne 13 points de rentabilité, 13 points de base de rentabilité en plus. Et que globalement, dans les fonds d'investissement aujourd'hui, donc dans le cas de revente ou de la valorisation de l'entreprise, il y a 2 points en plus de valorisation de multiple de l'EBITDA. Donc il y a une valorisation qui est faite donc, sur cette pérennité en fait plus forte à court terme et à plus moyen terme dans la valorisation de l'entreprise. Alors le sujet, une fois qu'on a dit ça, c'est comment c'est possible effectivement cette performance économique. Donc on voit bien que ça ne s'oppose pas, voire ça a plutôt des effets de travailler en synergie. Le premier élément, c'est un élément d'optimisation. Et c'est souvent celui qui est conduit en premier, en fait, donc qui est le plus satisfaisant. L'optimisation, c'est aussi de regarder par la RSE, avec l'angle RSE ou de durabilité, les coûts sous un autre angle. Par exemple, un des indicateurs classiques en RSE, c'est le turnover de l'entreprise. On regarde effectivement qu'il y a un indicateur du bien-être des salariés ou de la fierté d'appartenance des collaborateurs. C'est un coût, le turnover, qui n'est jamais mis à direct dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Il n'y a pas de ligne coût du turnover dans les coûts du personnel. Par contre, si on regarde tous les coûts du turnover, avant que la personne parte, en général, il y a quand même peut-être une petite période de flottement, de désengagement. Il y a le coût du recrutement, il y a le coût du poste vacant, et puis il y a le coût de la montée en puissance de la nouvelle personne qui va arriver. Donc il y a incontestablement des pertes de productivité et des coûts directs. Dans les coûts de personnel, il n'y a pas toujours les coûts de recrutement. Ça peut être un autre poste de coût, achat de services, etc. Et donc regardez aussi sous l'angle RSE une autre vision des coûts et des coûts complets réellement de ce que ça représente. Moi, quand j'étais chez Danone, j'ai piloté une force de vente. On savait que qui visitait les hypermarchés en France, on savait que quand j'avais un secteur vacant, c'est-à-dire qu'un chef de secteur, un commercial qui était parti, on avait 5 points d'écart de croissance entre un secteur pourvu et un secteur vacant non pourvu. 5 points d'écart de croissance. Aujourd'hui, quand on sait que chaque point de croissance est dur à aller chercher, 5 points, c'est énorme en fait. Et ça, on l'avait analysé et regardé, ce qui permettait après de monter des actions aussi pour fidéliser. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos commerciaux. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on démarre une démarche RSE, on démarre par de l'optimisation. C'est-à-dire on va plutôt chercher à éviter ou à réduire des coûts. Et donc, on gagne aussi au début. La deuxième étape, en général, quand on rentre dans une démarche RSE, on va aller chercher de l'amélioration de l'efficacité. Alors évidemment, on pense immédiatement, par exemple, au coût sur l'énergie. Je vais reprendre une phrase de Peter Drucker, qui est un stratège américain, qui dit ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Et je pense qu'en RSE, ça a aussi le mérite de poser des indicateurs qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Et notamment, typiquement, quand on va chercher à baisser, on fait son bilan carbone, on regarde les baisses de gaz à effet de serre. Et évidemment, l'énergie, en général, est un des gros sujets pour baisser son empreinte carbone. On commence à mesurer, effectivement, les consommations.
les consommations par atelier, les consommations, où sont les gros postes de consommation d'énergie plutôt que la facture globale d'énergie. Alors je pense que beaucoup d'entreprises l'ont fait ces dernières années avec les inflations de matières premières et notamment d'énergie. Mais on voit bien qu'on va chercher de l'amélioration de l'efficacité et aussi donner du sens aux collaborateurs sur pourquoi est-ce que on arrête peut-être, on va nettoyer différemment les lignes pour utiliser moins d'eau. Alors parfois c'est l'équipe maintenance ou l'équipe nettoyage, je trouve que, et pour l'avoir vécu, que c'est une contrainte parce qu'il faut changer les organisations, il faut changer les façons de faire. Mais ça donne aussi du sens quand on met la RSE derrière et le pourquoi on fait les choses, beaucoup plus de sens pour conduire cette transformation. Un autre exemple dans l'amélioration de l'efficacité et la question que ça pose, quand j'étais directrice générale chez Bondel, j'étais sur la partie frais, donc je ne sais pas si vous avez déjà acheté des taboulés ou des carottes râpées dans des petites barquettes en plastique en hypermarché. Évidemment, on s'est posé la question du plastique sur ces barquettes. Et notamment, il y avait un couvercle qui permettait de refermer la barquette. Ce couvercle, il pesait finalement assez lourd en utilisation de plastique. Et on s'est posé par un système d'analyse de la valeur, de se dire, mais est-ce que réellement c'est un service que le consommateur attend et donc on a mené des études et regardé effectivement, parce qu'on avait la peur, le risque business de dire si on retire le couvercle pour le remplacer par un opercule, on va perdre des consommateurs à qui on n'offrira pas le même service. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas perdu de business, on a gagné en efficacité. Et en efficacité non seulement sur le coût du couvercle, vous pourriez dire, mais aussi sur les rendements de ligne, sur les efficacités des lignes, parce que c'est moins complexe à faire. Donc il y a aussi des enjeux en regardant les choses différemment, finalement à re-questionner aussi, à gagner en efficacité en re-questionnant des paradigmes qui existent dans l'entreprise sur le couvercle est intouchable. Ça, c'est un peu la deuxième étape. Et puis la troisième étape que je trouve aussi sur laquelle on crée aussi de l'innovation, c'est d'anticiper les risques et les opportunités. Et notamment, je trouve que la CSRD peut avoir un côté très bureaucratique et technocratique, mais elle pose une vraie bonne question, qui est de dire en quoi l'entreprise va être impactée demain par les sujets environnementaux et comment elle va les impacter. Mais surtout, quelle est la gestion des risques et des opportunités en fait, que ça peut créer. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé sur la marque Volvic, c'était en 2005. Plastique, toujours, je crois que je suis marquée par cette matière première, avec un sujet sur qu'est-ce qu'on fait sur le plastique. On savait qu'à terme, en se posant dès 2005 la question de les bouteilles en plastique, il va falloir qu'on trouve un autre système, de la question des plastiques alternatifs. Et en 2005, en fait, les recyclage du plastique, le RPET n'existait pas encore. On a commencé en fait à travailler avec les fournisseurs. Très petitement, les technologies n'existaient pas, on n'était pas sûr que la qualité, qu'il n'y avait pas à avoir des migrations entre l'eau et le plastique. Donc on a démarré très petitement. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec moins de 5% d'intégration, donc ce qui paraît aujourd'hui, 20 ans plus tard, on fait des bouteilles 100% PET recyclées. Mais de démarrer, d'anticiper les investissements aussi sur les machines qu'il va falloir faire, parce qu'on ne passe pas du PET comme on passe du recyclé, d'anticiper les sujets de qualité, d'anticiper les sujets de sourcing. Et quand même, très concrètement, je pense que d'avoir pris ce coup d'avance a fait que Danone a quand même capté beaucoup de matières premières sur le recyclé et a pris une longueur d'avance. Et aujourd'hui, la marque Volvic est une des marques reconnues comme étant la plus engagée sur les aspects environnementaux. Et ça a aussi créé de la valeur dans sa différenciation par rapport à la concurrence. Voilà, je vois le temps qui passe, donc je vais avancer sur la suite. Si on se redonne, donc on passe en fait dans comment créer de la valeur dans un système où on va optimiser, et plutôt en général on va plutôt optimiser les coûts jusqu'à une transformation beaucoup plus stratégique qui va aller toucher l'innovation, qui va aller toucher la commercialisation, qui va peut-être aller toucher des nouveaux circuits de distribution. Et c'est aussi une façon de créer de la valeur, de se donner les moyens aussi financiers, des marges de manœuvre en première étape sur l'optimisation de coûts, sur le gain d'efficacité, jusqu'à aller vers des transformations plus stratégiques. Souvent, une des objections principales qui est donnée, c'est de dire effectivement, ok, c'est super, mais les consommateurs, et ça coûte plus cher, et les consommateurs et les clients ne sont pas prêts à payer. Alors c'est vrai, et en même temps c'est partiellement vrai. Je prends un autre exemple dans des achats qui nous concernent au quotidien alimentaire ou cosmétiques. Aujourd'hui, il y a plus de 22% des dépenses des Français
qui sont réalisés dans des produits, dans des alternatives à ce qu'on pourrait appeler le conventionnel, c'est-à-dire au traditionnel. Donc, qui sont du bio, du local, du sans résidus de pesticides, des labels avec des cahiers des charges environnementaux derrière. 22%, ça veut dire que sur des gros marchés comme la grande consommation, c'est énorme en fait en termes de dépenses. Et ça veut dire que ça permet aussi d'aller toucher une partie de la population, sans doute pas tout le monde, mais aussi des niches plus valorisées, ou des clients ou des consommateurs qui sont un peu plus en avance de phase sur ces sujets-là. Dans un autre exemple aujourd'hui pour les grands donneurs d'ordre, type l'industrie automobile, le bâtiment, etc., qui font des gros appels d'offres. Aujourd'hui, dans la notation finale de l'appel d'offres, à quel fournisseur ils vont retenir. Il y a quelques temps, c'était 10% de la note, les critères RSE. Aujourd'hui, c'est 25%. Il y a des critères qualité, il y a un critère prix, évidemment. Mais quand la RSE pèse 25% de la notation, ça permet de détendre un peu l'élastique sur la partie prix. Ou en tout cas, d'avoir une péréquation entre les deux. 25%, c'est énorme dans une notation d'appel d'offres. Et j'interrogeais pour un des clients qu'elle travaille sur la BP, qui est dans la métallurgie, un des grands donneurs d'ordre. Ils disent officiellement, oui, que ça rentre dans leur notation et que la relocalisation en France est un élément clé, aussi parce que ça raccourcit leur chaîne d'approvisionnement et ça sécurise leurs approvisionnements en fait, au regard des crises diverses qu'on a connues. Alors, les facteurs clés de succès pour un petit peu se dire comment réussir en fait et comment est-ce qu'on peut réussir. D'abord, dans la démarche RSE, moi je suis convaincue que c'est d'abord une démarche il faut que l'équipe dirigeante soit convaincue. Que c'est un levier de valeur, que c'est un levier de valeur pour les collaborateurs, pour l'environnement, pour la planète. Enfin, il y a vraiment une conviction chevillée au corps. Et que ça va venir quand même bouleverser l'entreprise parce que c'est une approche systémique. Ce n'est pas que le sujet de la DAF avec la mise en place de la CSRD. Ce n'est pas que le sujet de la DRH ou du DRH avec la partie il faut retenir nos collaborateurs ou il faut être attractif. Ça va toucher les opérations, ça va toucher la façon dont les commerciaux vont vendre les produits auprès des clients, ça va potentiellement toucher les clients, ça va évidemment toucher les achats parce qu'on va remonter toute sa chaîne de valeur pour voir où sont les impacts de la chaîne de valeur. Ça va toucher l'IT parce que les systèmes d'info, la conférence juste avant était sur la data. Et évidemment, la partie RSE a aussi un système de data. Ça touche évidemment donc ça touche toute l'entreprise et ça va venir bouger et faire pivoter en fait le modèle de création de valeur et l'identité de l'entreprise. Le bémol que je pose, et ça, je pense qu'il faut quand même dans une entreprise qui a une forme de sérénité économique et financière, c'est pas au moment où il y a une grosse crise de trésor ou de rentabilité qu'on se pose ces questions-là. Alors, pour y dire, il y a un contre-exemple qui est celui de la Camif, qui était en redressement et en faillite et qui a pivoté, mais qui a créé son nouveau business model en fait sur un modèle de durabilité. Mais sans en arriver à cet extrême, je pense qu'il faut quand même une forme de sérénité et qui rejoint l'autre point, c'est qu'il y aura de l'agilité dans la mise en place du tempo. Il faut se fixer une trajectoire, moi ce que j'appelle une étoile polaire, là où on veut être dans 5 ans, là où on veut être dans 10 ans, la feuille de route, mais aussi se dire que les événements peuvent faire qu'on continue le cap, mais qu'on va peut-être devoir adapter le tempo. Et que si on avance, même si on n'est pas parfait. Il ne faut pas attendre d'être parfait. Personne n'est parfait, personne n'est positif. Il y a toujours des choses à améliorer. C'est une démarche de progrès. On avance même si on n'est pas parfait. On se met en route. On communique même si on n'est pas parfait. On communique en tout cas sur là où on veut aller, là où on est. Et pourquoi peut-être qu'on n'a pas réussi cette année à le faire. Et cette transparence, elle est extrêmement bien accueillie à la fois en communication en interne et en communication en externe. Communication en externe, pourquoi je pense que c'est important parce que les solutions pour décarboner, pour trouver des matériaux plus durables, elles viendront aussi des fournisseurs, elles viendront de tout l'écosystème de l'entreprise en fait. Et c'est à partir du moment où une entreprise s'affiche comme étant volontaire dans une stratégie de durabilité, comme par hasard que les clients qui sont attirés par ça vont arriver aussi, que les fournisseurs qui ont des propositions de valeur vont venir. Et donc, la communication en interne, évidemment, parce que ça engage les collaborateurs, ça donne du sens, mais aussi en externe. Et si on est transparent, honnête et qu'on fixe les choses, il n'y a pas de risque de greenwashing. Si les choses sont faites en lien avec l'impact direct de l'entreprise, il n'y a pas de risque de greenwashing.
En conclusion, je dirais qu'il y a deux choses un peu dans comment créer de la valeur. Soit effectivement on y va. C'est une courbe en fait qui a été faite il y a plusieurs années aux États-Unis auprès de 1200 entreprises, hein, qui montre en fait le lien entre le revenu et la maturité RSE. Et il y a un peu deux extrêmes. C'est soit on n'y va pas et on a une certaine forme de rentabilité, soit on y va complètement et vraiment de façon engagée. Et là aussi, on a de la rentabilité. Le ni-ni entre les deux, effectivement, est compliqué. Et ça, c'est une... Donc, on s'engage, on y va avec le tempo que l'entreprise peut, que les solutions, à la vitesse à laquelle les solutions peuvent se mettre en ordre de marche. Et, surtout, et pour démarrer, je dirais que le premier point pour mettre le pied à l'étrier, justement, pour avancer, le premier point, c'est déjà de faire faire l'état des lieux de là où on en est et de fixer le point de départ. En ayant conscience, alors j'ai beaucoup d'entreprises qui disent mais nous on fait déjà plein de choses qu'on ne sait pas, et il y a toute une démarche aussi d'aligner toute l'équipe dirigeante sur ce que c'est que la durabilité, quels sont les enjeux en fait qui sont pris en compte, et en ce sens-là la CSRD aide à bien se dire que c'est pas simplement des enjeux sociétaux de dire on aide des associations autour, on trie les papiers dans les bureaux, c'est bien, il faut le faire. Mais les impacts directs de l'entreprise, c'est sur son activité, sur son modèle de création de valeur, sur son industrie, sur sa transformation. Et de prendre conscience et d'aligner l'ensemble des équipes du CODIR derrière les mêmes mots, de mettre une même réalité derrière les mêmes mots. La RSE, parfois, je disais au début, est un peu jargonneuse, donc au moins ayons le même vocabulaire et le même niveau dans un CODIR. Moi, je le vois, il peut y avoir des gens qui sont extrêmement engagés et conscients des choses, d'autres qui le sont moins. C'est important au démarrage d'aligner et de poser ce vocable commun et cette culture commune de la RSE. La deuxième étape, c'est d'ouvrir sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, amont-aval, déjà de la connaître, de la reconstituer, de se dire où sont les principaux impacts finalement et de l'interroger, de savoir quelles sont ses attentes, mais aussi les collaborateurs, bien sûr les actionnaires et les financeurs, savoir eux aussi quelles sont leurs attentes. Et les actionnaires et les financeurs ont aussi des objectifs ESG et valorisent ça. Hein. Il y a des prêts bonifiés aussi qui sont accordés pour des démarches et des investissements dans la durabilité. Et moi, le principe que j'ai, c'est de toujours construire sur la base de l'ADN de l'entreprise. J'ai la conviction qu'en allant chercher ce qui a fait l'histoire de l'entreprise, il y a des éléments d'engagement, il y a des convictions profondes de l'entreprise qui sont posées. Et ensuite, on travaille sur la vision, la raison d'être qui donne quand même le cap, justement quand il y a des vents contraires, qui permet de se dire pourquoi on existe en fait, c'est quoi notre but ultime, et dans les décisions qu'on prend, quel cap on a envie de tenir. Et après, comme dans toute stratégie, comment on y va, quelle est la trajectoire, comment on y va, quels sont les plans d'action, et à ce moment-là de déployer au niveau de l'entreprise. Mais c'est pour moi vraiment un travail très fort de l'équipe dirigeante parce que les sujets sont interconnectés. Hein. Voilà. Et que c'est une superbe transformation à mener. Ce que je veux dire aussi, que je le vois là en conseil, mais aussi pour l'avoir vu en opérationnel. C'est super aussi parce que ça engage un nouveau modèle de leadership dans l'entreprise. Et c'est très transformant. Et c'est du coup une très très belle aventure, je trouve aussi, en tant que dirigeant ou consultant. Voilà ce que je voulais vous partager en quelques mots. On va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si quelqu'un voulait poser une question à Nathalie. Non, c'était clair. J'en ai une, mais c'est lié à mon activité. Moi, je suis en train de fonder une entreprise à impact. Vous m'entendez pas? Si. Donc forcément, c'est l'ADN de l'entreprise. Néanmoins, dans l'activité, l'impact y est. Pour être accompagné sur les choix à faire qui vont permettre d'être aligné à cet ADN-là, quelles sont les entités ou les aides que l'on peut avoir quand on est sur une démarche de start-up pour, dès le départ, anticiper et ne pas avoir à réfléchir à ça au moment où on peut être en manque de trésorerie, mais déjà l'anticiper dès le départ. Alors, sur les aides que vous pouvez avoir de l'extérieur.
là-dessus, vous pouvez avoir l'ADEME qui peut vous aider. L'ADEME, c'est mieux. L'ADEME, l'agence. Ok. Il y a l'ADEME qui peut vous aider sur ces sujets-là. Et après, au sein de BPI France, on a aussi une équipe accompagnement qui peut aider aussi sur des nouveaux projets pour diriger un peu les réflexions. Et je trouve que c'est une très bonne question parce que souvent, effectivement, les startups qui sont nativement à impact par leur modèle, par leurs produits, mais parfois peuvent être un peu plus aveugles sur les autres enjeux de durabilité. Parce que et je trouve ça très fort de se poser la question dès le début de construire un système complet en fait d'impact. Je trouve intéressant la question parce qu'effectivement, les PME, du point de vue de la CSRD, ils ne sont pas impactés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt les CTI. Mais cependant, les CTI, parfois on travaille avec les PME et on va être demandeurs des informations dans le cadre de la mise aux normes CSRD et donc de la démarche RSE. Donc effectivement, il faut se mobiliser et essayer de les accompagner. C'est aussi un des points que notait Nathalie, c'est que dans les appels d'offres aujourd'hui, la RSE peut être valorisée à 27% de l'évaluation. Donc les ETI ou les grands groupes demandent déjà à leurs prestataires et leurs fournisseurs des comptes sur les sujets RSE. Et c'est pour ça que même si effectivement les échéances pour les PME et startups sont loin sur la CSRD d'un point de vue du reporting, dans toutes les entreprises, on voit les PME ou ETI qui sont questionnés sur leur bilan carbone, qui sont questionnés sur les enjeux sociaux, qui sont questionnés sur eux-mêmes, leurs propres fournisseurs, puisque les grands groupes remontent l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'à la matière première, la production de la matière première. Donc finalement, sans avoir le reporting CSRD complet à faire, elles vont rentrer de fait, les PME ETI vont rentrer de fait assez vite dans la démarche CSRD. Sans avoir l'obligation de publier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? Bon, du coup, on a fini notre masterclass. Merci.